Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'affaire Jennifer Fairgate. En effet, c'est une jeune femme qui a été retrouvée morte le 2 juin 1995 à l'hôtel Plaza d'Oslo en Norvège. Alors comment elle a été découverte? C'est que tout simplement un agent de service ou un homme de ménage voulait faire le ménage dans les chambres lorsqu'il a entendu un coup de feu. Paniqué, il s'est précipité en bas pour prévenir en disant que dans la chambre 2408, il a entendu un coup de feu. Donc ensuite, 45 minutes plus tard, les policiers sont arrivés et ils ont trouvé une jeune femme allongée sur le lit pardon, avec un mini-automatique dans les mains, sur la poitrine, qui s'était tiré une balle dans la tête. À première vue, cela semblait un suicide parce qu'il n'y avait personne d'autre dans la chambre, la balle était logée dans la tête, l'arme était dans sa main. Cependant, après quelques investigations, ils se sont aperçus qu'il manquait certaines choses, comme son passeport, un permis de conduire, en tout cas certains éléments qui permettraient de l'identifier. Mais il y avait aussi quelques faits étranges, comme le fait que tous ses vêtements avait été coupé au niveau de l'étiquette. Du coup, on ne pouvait pas savoir où avaient été achetés les vêtements, dans quel pays d'origine. Et surtout, ce qui était surprenant, c'est que il y avait des hauts de corps, mais pas de bas de corps, il n'y avait pas de vêtements de rechange, etc. C'était assez surprenant. Pourquoi? Parce que apparemment, dans l'hôtel Plaza d'Oslo, qui était quand même à l'époque l'hôtel le plus réputé de Norvège, vu qu'il y avait des traités d'accords de paix qui étaient signés entre les pays, comme Israël et Palestine, qui d'ailleurs avait le premier traité qui avait été signé avec Yasser Arafat, etc., avait eu lieu dans cet hôtel. Et donc cet hôtel était vraiment, vraiment un hôtel de luxe et réputé. Donc ils se sont étonnés en se demandant mais comment cette femme avait pu obtenir une chambre sans donner le numéro de son passeport, son pièce d'identité, etc. Il n'y avait uniquement que une carte d'hôtel. Bah, à l'époque, c'était comme une carte d'avion. Mais en tout cas, il y a un document d'hôtel qui stipulait qu'elle s'appelait Jennifer Fairgate, qu'elle habitait à 148 route de la station en Belgique, dans une ville, il me semble, qui s'appelle Verlaine. Et il n'y avait pas plus d'informations. Et il semblerait qu'il y avait Jennifer et Louise Fairgate, donc elle serait venue avec une deuxième personne, un homme en l'occurrence. Et il n'y avait pas plus d'informations. Il y avait aussi une date de naissance qui précisait qu'elle avait 21 ans. Et ça s'arrête là. Alors, voyant tout ça, la police d'Oslo était vraiment, vraiment, vraiment très embêtée, comme vous vous en doutez. Sauf que, n'ayant pas plus de preuves et d'indices, ils ont décidé vraiment de dire que c'était un suicide. Et ne pouvant pas joindre sa famille, rien. Ils l'ont enterré dans un cimetière, avec une plaque tout simplement, il me semble. Et puis, c'était tout. Sauf que ben, pendant 25 ans, cette histoire est restée dans la mémoire d'un certain nombre de policiers, enfin de l'époque en tout cas. Et ils se demandaient, est-ce que ce serait quand même pas mieux si on pouvait identifier cette femme et remettre son corps à la famille? Parce que ben, moi aussi je partage cet avis, et ben, les personnes ont droit, chaque vie compte et elles ont parfaitement le droit de qu'on se recueille sur elles, qu'on les pleure, d'avoir une place et un nom quelque part finalement. Donc 25 ans après, un homme a décidé de rouvrir cette enquête et cette enquête du coup, au vu de l'avancée des nouvelles technologies, de nouvelles méthodes euh, de recherche, d'investigation de la police, ils en ont déduit qu'en fait cette femme ne s'était absolument pas suicidée, mais qu'elle avait tout simplement été assassinée. Donc c'était un meurtre. Pourquoi? Parce que il semblerait que lorsque une personne se suicide, il y a dans la main avec laquelle elle utilise l'arme pour tirer, en tout cas dans la tête, des traces de sang, des traces de, comment on appelle ça, de poudre et des bleus. Et ça gicle. Sauf que là, elle avait la main parfaite, on voyait bien sa bague toute blanche, aucune trace de sang, aucun bleu, aucun sang qui n'avait giclé, et il n'y avait que deux gouttes de sang en haut sur le plafond.
Donc, ils ont compris que ça pouvait pas être un suicide, d'autant plus que ce qui était vraiment étonnant, c'est qu'il n'y avait aucune pièce d'identité, vraiment pas de document qui pouvait l'identifier, on savait vraiment pas d'où elle venait, pourquoi elle était là, qui elle était, et bien sûr les étiquettes des vêtements qui étaient coupés. C'était vraiment étrange. Il y a l'heure après, quand on a vérifié dans les registres, qui indique bien que cette femme était rentrée le matin, il me semble, dans la chambre, mais qu'elle n'était pas ressortie. Alors, ils ont contacté un homme qui avait travaillé dans la CIA, en tout cas dans les services secrets, et cet homme a expliqué un certain nombre d'éléments que j'ai trouvé parfaitement intéressants et très cohérents. Il a expliqué que c'était absolument pas un problème pour les personnes qui travaillent dans la CIA en tant qu'agent secret de s'introduire dans des chambres d'hôtel. C'est même peanuts. Donc, elle aurait très bien pu rentrer dans cette chambre d'hôtel et là, elle aurait pu être assassinée, tuée. Puis, on pouvait parfaitement ressortir sans que l'on sache qu'une personne était ressortie. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, les sorties des chambres n'étaient absolument pas enregistrées. Il n'y avait que les entrées. Et il a également expliqué que c'était une méthode très fréquente et habituelle des services secrets de couper les étiquettes des vêtements pour que, en cas de problème, de décès, que les personnes en fait ne puissent pas, les espions, ne puissent pas être localisés au niveau de leur itinéraire, où ils ont été, etc., etc., parce qu'on sait très bien que les étiquettes, ça permet quand même de faire des recherches approfondies, etc. Et fait surtout très pertinent et relevant, c'est que sur l'arme, le semi-automatique, il y a toujours un numéro d'identification des armes. Eh bien, ça avait été à l'acide effacé en profondeur, tant et si bien que, bien évidemment, on ne pouvait absolument pas remonter au vendeur de cette arme et donc à la personne qui aurait acheté cette arme, etc. Bien sûr, l'homme, Loïs, qui était stipulé sur le document, une réceptionniste prétend l'avoir vu avec un homme, mais cet homme n'a jamais été bien évidemment retrouvé. Personne ne sait qui est cette femme, d'où elle vient. On ne sait pas on sait pas qui elle est. On ne sait pas si c'était une prostituée, si c'était un assassin, une tueuse à gages, ou si c'était un espion au service d'un gouvernement. On ne sait pas. Mais il y a quand même de très très fortes présomptions qui présument que ce serait le cas, surtout à cette époque-là, dans les années 80, 90, c'était assez... voilà. En tout cas, ce cas, il s'apporte beaucoup à l'inconnu d'Isdal, ben, cette femme aussi qui avait été retrouvée empoisonnée, brûlée en Norvège dans un coin assez reculé, les étiquettes également coupées, toutes les choses qui permettaient de l'identifier, les numéros, etc., supprimés, effacés, son passeport, pièce d'identité, etc. Bien sûr, lorsque la police a mené ses investigations un petit peu plus loin, elle a quand même pu, parce qu'elle s'est déplacée effectivement au 148 route de la station en Belgique, parce qu'elle s'est dit c'est quand même surprenant qu'une femme morte en Norvège, sans aucune pièce d'identité, nomme une adresse aussi précisément en Belgique. Oui, mais bon, les agents secrets ou toutes ces personnes-là, c'est quand même des personnes extrêmement bien formées, extrêmement intelligentes, hein. Ils savent parfaitement ce qu'ils font, ils ne font pas les choses au hasard. Donc la police est déplacée là-bas avec un interprète bien sûr. Et en fait, ils ont bien retrouvé la rue de la station, la ville Verlaine, hein. Ils ont parlé au maire, ils ont montré euh, une photo, enfin plutôt un portrait hein, qui avait été dessiné de la femme en question. Et le maire dit que ça ne lui dit rien, que lui, il a grandi là, qu'il a vécu là, qu'il connaît absolument tout le monde. Cette femme ne lui disait absolument rien. Et ils ont fait un peu la route de la station. Et en fait, la route de la station s'arrête au 24, il me semble, et il n'y a pas de 148. Mais le policier qui s'est déplacé là-bas, lui, il dit, ouais, mais elle a quand même forcément un lien avec la Belgique d'une manière ou d'une autre. Bon, il est revenu en Norvège et il s'est dit, bah, vu que il y a de nouvelles méthodes d'investigation, de recherche de personnes avec l'ADN qui existe, il s'est dit, je vais rentrer son ADN dans les fichiers et je vais voir ce qu'il en sort. Bien évidemment, rien n'est sorti, on n'a absolument rien trouvé. Cependant, avec des recherches génétiques et autres, hein, parce qu'ils ont déterré finalement quelques ossements et squelettes, et heureusement pour eux, il restait quand même une bonne partie intacte, ils ont pu quand même identifier que cette femme était originaire de l'Europe et surtout précisément de l'Allemagne de l'Est.
exactement comme l'inconnu de Lisdal. C'est exactement le même type de profil. Et cette femme en question, la morte d'Oslo, elle par contre, elle n'avait pas 21 ans du coup, elle avait 24 ans. Et d'après ce que avait aussi expliqué l'homme qui travaillait dans la CIA, lui, il a également expliqué qu'en général, lorsque des personnes de la CIA, des espions meurent, pourquoi en fait il n'y a pas d'avis de recherche? Parce que en fait la CIA va voir les familles et leur raconte un bon baratin en leur disant votre fille ou votre fils est mort au service de la nation, il leur donne de l'argent, il leur raconte une belle histoire, c'est un héros, blablabla. Bla, 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 bla. Donc en gros ils leur font comprendre, ça sert à rien d'investiguer, de chercher, c'est tout ce que vous aurez comme réponse. Donc il est probable que cette femme était une espionne au service de l'Allemagne de l'Est, hein, et que en fait elle avait été envoyée à Oslo en Norvège pour un certain nombre de d'affaires et qu'elle a été assassinée pour une raison euh, pour des raisons diverses, hein, que l'on ignore, et que ben tout simplement on est parti voir la famille et qu'on a annoncé à la famille votre fille est morte au service de la nation, blablabla, ça sert à rien de la chercher, etc. etc. Et du coup, tout a été supprimé, identification pour qu'on ne puisse pas l'identifier. Et puis, ben, c'est pour ça que personne ne la recherche, personne ne sait qui elle est, etc. Et d'ailleurs, l'adresse en Belgique, il est probable que ce soit une fausse, histoire de brouiller encore plus les pistes, etc. Et je pense que pourquoi cette femme a pu s'enregistrer dans un hôtel aussi réputé sans pièce d'identité, eh bien c'est parce qu'elle avait très certainement un passe-droit ou un argument tellement fort que elle a pu s'enregistrer sans problème, comme une carte diplomatique ou autre, hein. Après moi, je ne suis pas dans ce domaine-là, je ne peux pas vous donner plus de détails, mais je pense qu'elle avait des arguments forts qui ont fait qu'on l'a laissé rentrer. Et bien sûr, comme les hôtels sont tenus au secret professionnel, vous vous doutez bien que même si le directeur d'hôtel ou autre sait quelque chose, il ne va jamais le communiquer, hein. Il va de soi. Voilà. Donc bien évidemment, c'est une affaire qui court toujours parce que malheureusement, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé à cette pauvre femme, à cette pauvre jeune femme. Bien sûr, la police norvégienne recherche toujours l'identité de cette femme, hein, parce qu'ils veulent vraiment l'enterrer dignement, lui donner un nom, un prénom, résoudre cette affaire. Parce que c'est vrai que c'est vraiment embêtant et déplorable de voir qu'il y a des personnes inconnues qui meurent comme ça et qu'on puisse même pas leur donner. C'est quand même terrible de se dire qu'une personne a vécu sa vie comme moi, comme tant d'autres, elle meurt. On ne peut pas la rendre son corps à la famille. Donc, je n'aime pas des histoires qui finissent comme ça, hein, sans unsolved, mais c'est le cas. On ne sait toujours pas qui est cette femme et on aimerait bien vraiment un jour pouvoir lui donner une véritable identité. Parce qu'on sait qu'elle a donné l'identité de Jennifer Fergate, mais on présume en fait que c'était un nom d'emprunt, c'était pas un vrai nom. Voilà. Donc moi c'était vraiment pour cette petite histoire. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable fin de journée. Ciao ciao.